Bonjour, vous écoutez Les Oubliés du modèle, violences faites aux hommes, un recueil de témoignages d'hommes victimes de violences conjugales. Ce livre n'a pas été créé pour accuser qui que ce soit, ni pour alimenter une guerre des sexes. Il a été conçu pour donner la parole à ceux qu'on entend trop rarement, ceux qui souffrent en silence dans l'incompréhension générale. Les violences conjugales touchent tout le monde, elles ne sont pas une question de genre mais de souffrance humaine. Pourtant, lorsqu'un homme est victime, il se heurte souvent à un mur d'indifférence, de moquerie ou pire, d'accusations injustes. Dans ces pages, et maintenant à travers cette lecture, vous découvrirez des témoignages bruts, sans filtre, de ceux qui ont vécu cette réalité. Si vous êtes concerné par ce que vous allez entendre, sachez que vous n'êtes pas seul. Et si vous écoutez pour mieux comprendre, alors merci. Les oubliés du modèle, violences faites aux hommes, écoutons leurs histoires. Ma petite amie me frappe assez fréquemment. Hier, elle a même sorti un couteau sur moi. Elle sait que je ne la frapperai pas en retour. Elle me traite de masochiste parce que je reste avec elle. J'essaie juste de lui dire qu'elle a besoin d'aller en thérapie, mais elle me traite de fou et de malade mental. Je ne sais pas quoi faire. À 22 ans, première relation un peu longue avec une Québécoise. Quand elle est frustrée, elle me frappe au visage. La première fois, ça surprend. Après, je lui prenais le bras avant qu'elle atteigne sa cible. Je suis con, je mets ça sur la différence culturelle et je continue un bon bout. J'ai vécu une relation qui a malheureusement été très toxique. Des crises énormes qui pouvaient aller jusqu'à la tentative de suicide qui pouvait être débutée par un refus de rapport sexuel de ma part. Des coups, des propos affreux. Des rapports que j'avais explicitement refusés qui se produisaient tout de même. Je me souviens de trajets pour aller chez elle la boule dans la gorge en pensant qu'il allait encore falloir faire du sexe. Dans mon enfance, ma mère a posé problème aussi. Violente physiquement, mais surtout psychologiquement avec mon père. Il avait peur de partir et de nous laisser avec elle. Et l'histoire a tristement montré qu'il avait raison quand il a décidé de partir et que la justice l'a presque privé de droit de garde. On le voyait 2 week-ends par mois. Je suis devenu la cible des brimades. Je me souviens avoir été un enfant qui pensait fréquemment au suicide. Sale impact au rugby, pneumothorax, donc impossible de respirer correctement, comme si un couteau vous poignardait à chaque respiration. Seule position confortable, assis contre un mur, et je dormais comme ça. Un jour, mon ex décide de me faire l'amour. Je lui dis que je peux pas parce que j'ai du mal à respirer, à bouger. Bref, elle continue sous prétexte que tous les jours, d'habitude, je suis en chaleur et que ça ne change rien. Je lui dis plusieurs fois non. Avec le peu de force que j'ai, j'essaye de la repousser, mais je suis trop affaibli. Puis, bref, bien trop affaibli, elle fait son affaire. La vie sexuelle en prend un coup. Quelques mois après, elle dit ciao, et j'ai pas touché de femme pendant 4-5 ans après ça. En gros, mon ex-compagne le vivait extrêmement mal si je refusais le sexe. Pour elle, c'était une sorte de validation. Elle partait du principe qu'un mec, ça a toujours envie, et que si je refusais, c'était suspect. À chaque fois que j'essayais d'en discuter, ça finissait en pleurs ou en dispute. Ce qui fait que je me suis souvent forcé. Je ne l'ai pas hyper mal vécu, mais le couple a fini par mourir, et je suis resté plus de 5 ans sans aucune relation sexuelle par la suite. 1 an de relation avec une meuf, on avait presque 18 ans. Je me rappelle encore de la date précise et de toute la scène. Elle en avait marre d'attendre et un jour elle a voulu me forcer. Puis elle m'a dit qu'elle me quitterait et porterait plainte pour viol si on ne le faisait pas. J'ai accepté par peur des conséquences et je me suis laissé faire au début. Elle était sur moi et avait l'air très heureuse jusqu'à ce que je décrive à haute voix avec une voix tremblante ce que je ressentais comme mal-être et souffrance. J'ai eu des baffes et des coups pour que je me taise. Je ne me suis pas défendu et ça a empiré mon état émotionnel. L'avantage c'est que mon pénis ne voulait plus rentrer dedans. Elle a stoppé, frustrée. J'ai continué à l'aimer après cet événement. J'étais persuadé que c'était l'amour de ma vie. 30 jours après, elle et sa mère m'ont fait croire qu'elle était enceinte. Je savais que ce n'était pas possible et j'ai commencé à ouvrir les yeux sur les diverses manipulations et humiliations que je subissais de cette famille. Cette meuf m'a aussi ouvertement dit qu'elle couchait avec d'autres mecs sur les conseils de sa mère, et je l'ai quittée devant l'évidence. 1 an après la séparation, elle a réellement porté plainte pour viol et diffusion de photos de nus d'elle. J'ai cru que je finirais en prison lorsqu'on m'a annoncé ce dont on m'accuse. Mais heureusement, lors de sa description des faits, elle a juste inventé que j'ai continué alors qu'elle n'avait plus envie et qu'elle disait stop.
Oui, elle disait stop pour que je me taise, c'est pas pareil. Ça me rappelle que mon médecin femme m'a fait une ordonnance pour les tests MST, mais ne m'a rien dit sur ce qui m'était arrivé, ni proposé de numéro de soutien psychologique, alors qu'elle avait un panneau SOS femmes battues. Un jeune de 18 ans qui subit un viol, c'est le minimum de lui proposer. Un ami qui a été mon premier amour lorsqu'on était en primaire s'est suicidé suite à des violences conjugales avec une femme lorsqu'il avait la vingtaine. La veille de son suicide, il est parti de la maison qu'il avait achetée avec sa femme. Il est allé chez sa mère, il pleurait et a raconté ce qu'il se passait dans son couple. Sa femme faisait des études supérieures, contrairement à lui qui bossait en garage, et elle lui a dit que c'était à lui de faire les tâches ménagères, de s'occuper de ses 3 chiens, de payer la maison, d'entretenir la maison, etc. Car elle était trop occupée et fatiguée par les études. Il s'est endetté pour payer la maison. Si quelque chose n'allait pas, s'il ne répondait pas à une demande, elle lui hurlait dessus, le rabaissait et le culpabilisait car il ne faisait pas assez d'efforts. Je pense que la violence a aussi été physique. Puis, ils ont eu un enfant. Elle l'a isolé de sa famille et de ses amis, surtout ceux qui ne la voyaient pas comme la femme irréprochable qu'elle faisait semblant d'être en public. Elle le menaçait de partir avec leur fille s'il la contredisait et n'obéissait pas à ses moindres désirs. Cette nuit où il est allé chez sa mère et a tout raconté, il a désobéi à cette femme. Il a dormi chez sa mère. Le lendemain, il est revenu à la maison. Elle avait brûlé ses affaires devant la maison en lui disant qu'il avait perdu sa femme, sa maison et sa fille. Elle lui a hurlé à quel point il avait été un mari horrible. Il s'est ensuite pendu à un arbre près de la maison familiale où il a été retrouvé trop tard. C'était il y a 6 ans. Je me mets en couple avec une femme de mon âge, 3 enfants et récemment divorcée. Au début, tout allait bien, mais dès que je me suis installé chez elle, c'est vite devenu un enfer. Elle contrôlait tout ce que je faisais. Si je faisais quelque chose qui lui déplaisait, genre jouer aux jeux vidéo, ça pouvait très rapidement partir en sucette. C'était engueulade sur engueulade. Elle me rabaissait constamment, y compris devant ses enfants qui n'avaient du coup aucun respect non plus pour moi. En ce qui concerne le sexe, à quelques reprises, je me suis fait hurler dessus parce que je voulais ou ne pouvais pas, parce que je suis crevé. Soudain, je n'étais pas un homme, ou elle n'avait jamais vu ça avant. J'ai essayé plusieurs fois de partir, mais à chaque fois, systématiquement, elle devenait toute gentille et attentionnée. Ça durait quelques jours, puis ça repartait de plus belle. Je me rends compte aujourd'hui à quel point j'ai été faible. Au final, ça s'est terminé parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui a sorti le grand jeu, et elle m'a foutu dehors. En IUT, j'ai rencontré une fille un peu plus jeune que moi. Elle avait une sexualité très importante. Avec elle, ça pouvait être jusqu'à 3 fois de suite et 3 fois par jour. Elle me forçait à avoir des rapports même si je n'en avais pas envie. Mon consentement ne l'intéressait pas. C'était ma première vraie copine et elle avait clairement l'ascendant sur moi. J'ai fini par réussir à la quitter après plusieurs mois d'abus. J'ai mis environ 4 ans à réaliser ce qu'il s'était réellement passé et j'en suis resté traumatisé pendant presque 5 ans de plus. Ma copine a été mise en arrêt pour dépression car elle travaillait énormément. J'ai accepté sa situation et j'ai été présent pour elle pendant plus de 6 mois, l'assistant et l'aidant chaque jour. Elle passait ses journées au lit et malheureusement elle s'est réfugiée dans l'alcool et la drogue. Malgré toute la patience et la pédagogie que j'ai essayé d'adopter pour lui venir en aide, la situation n'a fait qu'empirer. Voyant qu'aucun changement ne s'amorçait, j'ai finalement pris la décision de mettre fin à notre relation. Quand je lui ai annoncé que je la quittais, elle a très mal réagi. En commençant à faire mes affaires pour partir, elle m'a enfermé dans une pièce, en verrouillant la porte à clé. Cette situation a duré plusieurs heures. Pour me sortir de là, j'ai fini par lui mentir en disant que je resterais si elle me laissait sortir. Elle a ouvert la porte, et j'ai saisi cette chance pour accéder à mon véhicule. Mais là, elle a complètement perdu le contrôle. Elle m'a frappé, m'a insulté devant plusieurs voisins, et aucun d'eux n'a réagi ou n'est intervenu pour me venir en aide. Honnêtement, si les rôles avaient été inversés, je suis persuadé que quelqu'un serait intervenu pour protéger une femme frappée par un homme en plein jour, dans la rue. Ma mère était violente. J'ai grandi en m'enfermant dans ma chambre, en pleurant, pendant qu'elle hurlait sur mon père et lui balançait des assiettes à la gueule. Et ma mère qui venait me dire « Tu sais, c'est normal, les gens qui s'aiment, ça s'engueule ». À partir de mes 9 ans, elle a commencé l'alcool. Et du coup, j'ai commencé à prendre moi aussi, à peu près tous les soirs. Mais bon, ça restait surtout mon père qui subissait. Mon père est resté parce qu'il pensait que s'il partait, il y avait de fortes chances que je me retrouve seul avec elle lors du divorce. Et moi, je suis resté jusqu'à mes 25 ans parce que je ne voulais pas laisser mon père seul avec elle.
Mon père était obligé de s'inventer un chat pour expliquer à ses collègues les traces de griffures qu'il avait au visage et ailleurs. J'ai vécu pendant 2 ans avec une conjointe qui avait des problèmes de schizophrénie. Enfin, impossible de confirmer si c'était vraiment ça. À des moments aléatoires et sans signe avant-coureur, elle rentrait dans une rage folle, d'abord verbale puis très vite physique. Crise aussitôt oubliée et niée par elle dès qu'elle se terminait. Elle refusait de se faire accompagner par un professionnel, car pour elle, tout allait bien. Comme je fais 2 mètres et suis assez solide, je prenais sur moi, car je m'appuyais sur les moments où tout allait bien. Et puis un jour, pendant que j'écrivais un mail sur l'ordi, je me suis pris un violent coup de chaise. Je me rappellerai longtemps de ce bruit de craquement horrible où tu n'arrives pas à définir si c'est ton dos ou autre chose qui se brise. Coup de chance pour moi, une fois la surprise passée et la constatation que j'arrivais à bouger, j'ai réussi à la maîtriser et une fois le calme revenu, je me suis séparé immédiatement d'elle car je me suis dit que la prochaine, j'allais réellement mourir. J'ai d'abord appelé une ligne d'assistance pour les femmes. Ils m'ont écouté et ensuite le ton a rapidement changé. Et on m'a dit que je pensais seulement être victime de violence, que j'étais en fait l'agresseur et que j'avais besoin d'aide pour gérer toute la colère et la violence que je causais, et qu'il fallait que je m'en rende aux autorités. J'ai raccroché, terrifié. Comme un idiot, je laisse tout tomber. Elle avait des problèmes, alors j'ai pensé qu'on devait repartir à zéro autour de sa famille. J'ai quitté mon boulot, mon appartement, mes amis et ma famille pour déménager. 2 jours après, les abus ont commencé. Je n'avais nulle part où aller et personne vers qui me tourner, et elle le savait. Ce fut un enfer pendant les 8 mois qu'il m'a fallu pour partir. Elle me rabaissait constamment, me disait que je ne valais rien, que je n'étais qu'un pauvre con qui peut juste rentrer à pied si ça ne lui plaît pas. Puis les coups ont commencé. Des poings dans le visage, des griffures, des hurlements, jusqu'à ce qu'elle commence à m'attaquer avec des couteaux. Battu et brisé, j'ai fait un petit sac avec des vêtements et quelques affaires après une nouvelle dispute, où j'ai encore une fois échappé de peu à un coup de couteau. Je suis allé au travail, j'ai démissionné, j'ai demandé à ma patronne d'utiliser son ordinateur pour accéder à Facebook. J'ai contacté un ami qui a eu la générosité de laisser tomber ses plans pour venir me chercher après quelques heures de route. J'essaie de me reconstruire, de faire quelque chose de ma vie, mais honnêtement, il ne se passe pas un jour sans que mon esprit pense à elle. Nous avons commencé à sortir ensemble quand j'avais environ 16 ans. Quelques années plus tard, après de nombreuses tentatives de rupture, je n'ai pas réussi à m'en sortir. Ça a commencé par un coup dans les testicules. Ça a fini par moi étranglé et frappé devant notre petit enfant. Je suis resté assez brisé depuis. C'était horrible de regarder mon fils penser que c'est normal, parce que papa était méchant et qu'il le méritait. Avoir des bleus et des griffures en allant au travail, personne ne prend ça au sérieux quand tu es un homme. C'est toujours « tu le mérites », mais personne ne mérite ça. Un jour, elle m'a proposé une séance de pegging. Je n'avais jamais essayé, mais je me suis dit pourquoi pas. Si ça n'avait été qu'elle et moi, j'aurais probablement apprécié. Mais elle a caché un ex-petit ami sous le lit. Il a attendu que je sois attaché, puis il est sorti de sa cachette. J'avais un bâillon dans la bouche et je ne pouvais pas vraiment faire de bruit ou bouger. Il se relayait. Environ 3 heures plus tard, son ex a dit qu'il était épuisé et j'étais plus ou moins évanoui. Je ne me suis jamais senti aussi mal de toute ma vie. Depuis, je n'arrive plus à m'accepter physiquement et émotionnellement. Je ne sais plus faire de différence entre amour véritable et désir de viol. Je vois un thérapeute en cachette. Ma petite amie m'a agressé avec un couteau. Elle m'a fait tomber d'une chaise, puis a attrapé un couteau et a essayé de me poignarder. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai arraché le couteau des mains, mais elle essayait toujours de me frapper et de me mordre. J'ai essayé d'en parler à une amie commune, et elle m'a demandé ce que je lui avais fait, comme si c'était de ma faute. C'était horrible. Vous pourrez retrouver l'intégralité des témoignages dans le recueil. Je vais ici poursuivre par la lecture du chapitre « Les grands oubliés ». Historiquement, plusieurs initiatives ont tenté de répondre aux violences conjugales. Dans les années 1970, souvent portés par des militantes féministes, des espaces appelés les refuges pour femmes battues ont été parmi les premières réponses à cette violence. Dans le but de les institutionnaliser dans une démarche coordonnée, plusieurs modèles se sont inspirés de ces efforts. Un en particulier est considéré comme dominant dans la gestion des violences conjugales, le modèle Duluth. Le modèle Duluth. Il s'agit d'un dispositif communautaire développé dans les années 1980 aux États-Unis destiné à répondre aux violences conjugales et a comme ambition principale de protéger les femmes victimes. Inspiré par des principes féministes,
Il repose sur l'idée que ces violences sont ancrées dans des rapports de pouvoir patriarcaux, où les hommes recourent à la contrainte pour maintenir leur domination sur leurs partenaires. C'est une vision dichotomique entre hommes agresseurs et femmes victimes, qui a marqué durablement les politiques de lutte contre les violences conjugales. Ce modèle a permis de rompre avec l'isolement des victimes et de mettre en place des outils concrets pour leur protection. Cependant, même si ce modèle semble clair, il n'aborde que très peu les dimensions psychologiques et émotionnelles des violences, et néglige totalement l'homme lorsque celui-ci est victime de ces violences. En ne se focalisant exclusivement que sur les rapports de pouvoir patriarcaux, il tend à ignorer d'autres aspects tout aussi importants. Par exemple, les violences au sein des couples de même sexe, la violence féminine ou les abus mutuels échappent ainsi à l'analyse. En refusant d'explorer ces dimensions, le modèle réduit des histoires complexes à une lutte binaire entre oppresseurs et opprimés, comme nombre de conflits contemporains. Ellen Pence, qui est l'une des architectes de ce modèle, admettra elle-même quelques années plus tard qu'ils avaient trouvé ce qu'ils avaient déjà prévu de trouver, et que ce biais de confirmation les avait empêchés de prendre en compte les paroles des hommes. C'est ainsi qu'en adoptant une stratégie qui repose sur la conviction que les comportements violents ne sont pas le fruit d'un désordre intérieur, mais d'une socialisation où le pouvoir masculin est normalisé, le seul objectif devient alors de déconstruire cette socialisation. En mettant l'accent seulement sur une explication sociopolitique, on en oublie des facteurs individuels cruciaux, comme les troubles psychologiques, les dépendances ou les expériences traumatiques. Les violences dans les couples de même sexe sont simplement ignorées car les dynamiques de pouvoir ne peuvent pas suivre les schémas classiques de domination patriarcale. Et enfin, la violence féminine, qu'elle soit réciproque ou initiatrice, est largement minimisée ou invisibilisée dans ce cadre. Pourtant, la violence est loin d'être toujours un instrument conscient de domination. Elle peut aussi être, par exemple, le résultat de blessures non résolues, d'un acte de survie ou d'une vive émotion. En occultant ces autres aspects, on risque de manquer la composante la plus importante, aider les individus. Et à ce titre, les hommes restent les grands oubliés du modèle de lutte, et de pratiquement tous les modèles qui perdurent encore aujourd'hui. Ils représentent pourtant une part significative des cas victimes de violences conjugales selon les études récentes. Cette omission s'explique par l'architecture même de ces réflexions, qui présume une inégalité de pouvoir systémique et n'offre ainsi aucune place aux hommes qui subissent des abus physiques ou psychologiques de la part de leurs partenaires. Néanmoins, même si des études révèlent de plus en plus que les hommes sont victimes, ces situations sont vécues dans un silence assourdissant. Les hommes ne bénéficient pas des mêmes mécanismes de soutien institutionnel, ils hésitent également à signaler ces violences, de peur d'être ridiculisés ou accusés à tort d'être les agresseurs. Une crainte exacerbée par l'hypothèse de départ de ces modèles, l'agresseur ne peut être qu'un homme. De nombreux spécialistes, comme Donald Dutton, ont plaidé pour une approche qui ne se contente pas de confronter l'auteur aux présupposés de la domination patriarcale, mais qui explore les racines émotionnelles et les blessures passées susceptibles d'expliquer ces comportements. Même si c'est encore insuffisant, c'est un début. Les dispositifs de prise en charge des violences conjugales doivent être repensés dans une perspective plus inclusive et équilibrée. Il ne doit plus être question d'aider des hommes ou des femmes, il doit être question d'aider des individus. Une approche véritablement humaniste et scientifique exige d'écouter tous les récits, qu'ils émanent d'hommes, de femmes ou de couples non hétérosexuels, et de reconnaître que la violence ne se laisse pas enfermer dans des schémas tout établis. En effet, la souffrance n'a ni genre, ni orientation, et l'égalité dans la protection des victimes constitue le fondement d'une justice véritable. Si nous voulons comprendre et libérer ceux qui souffrent, nous devons explorer les zones d'ombre de nos certitudes. Il existe de multiples facteurs à l'origine des abus conjugaux qui remettent en question l'idée dépassée selon laquelle le patriarcat en est la seule cause. Depuis, d'autres approches alternatives à ce type de modèle ont vu le jour, comme les thérapies cognitivo-comportementales ou la gestion de l'attachement et des traumatismes. Ces modèles se concentrent davantage sur des facteurs psychologiques ou psychosociaux. Ils explorent les traumatismes, les troubles de l'attachement, les dépendances ou d'autres pathologies mentales. D'autres, notamment en Australie et au Canada, ont des approches intégrant les réalités des relations homosexuelles et reconnaissent la violence féminine comme une composante possible.
Enfin, il existe des approches basées sur la communication non violente, qui mettent l'accent sur la gestion des émotions et le développement de compétences relationnelles pour prévenir les comportements agressifs. Malgré tout, ces avancées ne sont guère médiatisées, et le modèle de Duluth reste celui qui a eu le plus d'influence dans la réflexion sur le sujet. Encore aujourd'hui, cette influence réflexive perdure. Preuve en est la gestion des différentes démarches offertes aux victimes de violences conjugales et la recherche elle-même qui focalise sur ces dynamiques. Le déni culturel. Un homme violent qui bat sa femme est une possible réalité que personne ne peut nier. C'est d'ailleurs systématiquement cette image qui traverse notre esprit dès que nous évoquons les violences conjugales. Pourtant, une vision plus globale permet de se rendre compte que chacun peut être agresseur ou victime. Peu importe le genre, l'origine ethnique, la religion, l'âge, l'orientation sexuelle, l'éducation ou le statut social. Les agressions évidentes sont l'abus physique ou sexuel, on cite moins les abus verbaux, émotionnels, économiques ou encore l'isolement ou le harcèlement, pour ne citer que. Les ressources académiques traitent largement des violences faites aux femmes, et le potentiel agressif des hommes n'est plus à démontrer. Malgré tout, la violence ne doit pas être perçue comme un phénomène exclusivement masculin. Nos cousins chimpanzés et bonobos en sont d'ailleurs de parfaits exemples. Je le répète encore, même s'il est bizarre quelque part de devoir justifier le propos, mais le but n'est pas de nier ou de minimiser les violences faites aux femmes, de diminuer leur visibilité, et encore moins de créer une polémique pour savoir qui est le gentil ou le méchant genre de l'histoire. Après avoir dit cela, force est de constater que dans les témoignages ou dans les rapports, les victimes hommes, quand ils osent en parler, rapportent régulièrement qu'on ne les croit pas ou qu'on les moque. Souvent, il est question de savoir ce que eux ont fait pour provoquer cette situation, car dans l'imaginaire collectif, une femme ne peut certainement pas avoir agressé un homme, surtout s'il fait 1m80 et elle 1m60. D'après le docteur Denise Inès, experte dans la prévention des violences familiales, près de la moitié des hommes maltraités qui ont appelé une ligne d'assistance ont été orientés vers des programmes pour les agresseurs. Un comble. L'image de l'homme éternel agresseur est très forte dans notre culture. Il n'est pas rare aussi de croiser cette vision populaire dans les films, les séries télévisées et les publicités qui banalisent la violence des femmes envers les hommes, et les violences faites aux hommes d'une manière générale. Les comédies romantiques, par exemple, montrent fréquemment des hommes giflés, présentant de tels actes comme humoristiques ou justifiés. On pourra se bidonner d'une bonne blague de savonnette sous la douche, et ce, dès les films d'animation pour enfants. Un homme recevant une bouteille au visage ou pleurnichant au barreau d'une prison avec son voisin lui faisant les yeux doux, pourra être vu comme drôle, joué pour faire rire, ce qui est le cas dans le contexte du film. Mais toutes ces scènes contribuent à l'acceptation sociale de comportements qui seraient condamnés si les genres étaient inversés. Si l'anglais ne vous dérange pas, vous pouvez visionner un documentaire YouTube appelé Sexual Assault of Men Played for Love pour vous permettre de découvrir cette omniprésence dans les médias. La vérité est que femmes et hommes peuvent être victimes de violences conjugales à part égale, la violence étant un problème individuel. Le souci que l'on rencontre est qu'un seul genre est principalement soutenu dans ces déclarations, car il nous est plus facile de considérer les femmes comme victimes. Cette notion qui ne peut voir l'homme comme victime dans le cadre des violences conjugales est ridicule. Il existe de nombreux témoignages et éléments de preuve qui corroborent un partage bien plus présent qu'on ne veut le croire. Comme dans sa définition première, une violence conjugale n'offre pas le loisir de choisir le sexe de la victime, et nous devrions être capables d'en faire de même dans notre esprit. Earl Silverman, survivant de violences conjugales en 1991, lancera au début des années 2000 le seul refuge pour les hommes victimes de violences au Canada. Sans fonds pour l'aider, ce centre fermera ses portes en 2013. Dans un communiqué, il déclarera « Les violences familiales sont passées d'un problème social à un problème exclusivement féminin. Et ainsi, tout soutien aux hommes se voit interprété comme anti-femme. Les hommes sont dans la même position que les femmes battues des années 70. » Earl sera retrouvé pendu quelques jours plus tard, laissant derrière lui une note de 4 pages dénonçant les manquements du gouvernement à reconnaître les hommes comme victimes de violences conjugales. L'identification même de la violence, comme de l'abus sexuel, n'est pas toujours claire suivant les individus. Ainsi, 2 individus confrontés à une même situation pourront avoir des ressentis bien différents. L'un pourra y voir le moyen de satisfaire sa libido débordante, dont il n'ose parler à personne, tandis qu'un autre y verra une agression ou une humiliation. L'attirance et l'attachement peuvent jouer un rôle primordial dans ces interprétations,
et sont souvent le vaccin à un mauvais ressenti. Mais dans tous les cas, les hommes ont souvent du mal à se reconnaître comme victimes en raison du conditionnement sociétal. Beaucoup internalisent la culpabilité ou n'identifient pas les actions de leur partenaire comme abusives. Ce déni est renforcé par le manque de ressources accessibles. La peur de la honte, de la perte de la masculinité ou simplement de ne pas être cru peuvent aussi freiner leurs recherches et les empêcher de quitter une relation abusive. De nombreux hommes victimes perçoivent les services de soutien comme inadaptés ou peu compréhensifs. Dans la même veine, un fort argument s'est inséré dans notre culture contemporaine. Il serait normal de concentrer l'effort sur les aides pour les femmes car elles sont plus nombreuses à être victimes que leurs homologues masculins. Preuve en serait le nombre de féminicides. On peut donc ainsi lire sur les formations contre les violences conjugales à quel point les hommes profitent du privilège d'être des hommes, que les femmes commettent rarement des actes de violence, souvent en légitime défense, ou que toutes les femmes ont subi ou ont peur d'expérimenter la violence. Au-delà du sexisme de ces affirmations, on pourrait ainsi se demander si 90% des crimes violents sont commis par des hommes, ce qui est une réalité, est-il légitime d'avoir peur des hommes ? C'est un argument fallacieux, car mal compris, il pourrait faire croire que 90% des hommes sont violents, ce qui est bien évidemment faux. C'est le même genre d'argument qui est utilisé ici. S'il y a plus de victimes femmes que d'hommes, ou de féminicides, alors cela signifierait que les hommes, d'une manière générale, sont à considérer comme le seul problème. On retrouve ici le ton de procédure du modèle Duluth, qui se contente de trop peu pour expliquer une situation bien plus complexe qu'un simple conflit de genre. Le fait qu'il y ait plus de féminicides que de virilicides est un constat statistique, mais cela ne signifie pas pour autant que l'homme, en tant que groupe, est un danger pour la femme. Si c'était le cas, les sociétés humaines n'auraient tout simplement pas survécu. Alors oui, cela va sans dire, il faut bien évidemment aider les femmes victimes, et au besoin améliorer les aides déjà présentes. Mais c'est en réalité ne prendre le problème que dans un sens, qui fait fi de toute notre expérience d'humain. Si votre toiture date un peu et prend l'eau, ce n'est pas en installant des morceaux de scotch par-ci par-là que cela va empêcher les tuiles de devenir poreuses sur le long terme. Se focaliser uniquement sur le résultat immédiat peut faire oublier qu'il faudrait parfois refaire l'intégralité de la toiture. Les victimes de l'oubli. Refaire la toiture n'implique pas non plus de devoir démolir les fondations de la maison. Nous pourrions tirer parti de toute l'expérience acquise pendant ces dernières décennies auprès des aides pour les femmes pour améliorer la prise en charge des hommes. Nous ne le faisons que bien trop peu. Il est admirable que la société se préoccupe des femmes victimes. Il serait encore plus admirable qu'elle protège les hommes victimes avec la même détermination. Un tel progrès ne bénéficierait pas seulement aux hommes, il profiterait aussi aux femmes. Oui, car lorsque l'on creuse plus loin que l'idéologie et que l'on examine les faits de manière pragmatique, il y a une observation qui à la lumière du jour ne passe pas inaperçue. Malgré les avancées significatives des aides pour les femmes, le système actuel est en train de caler. Il n'est pas ou peu efficace. Il semble atteindre ses limites. Pire encore, si je puis dire, une anomalie statistique apparaît. Ce sont les hommes qui bénéficient principalement de l'aide aux femmes. En aidant les femmes à se sortir de situations difficiles, ces structures leur permettent de ne pas tomber dans le recours ultime à la violence. Bien sûr, cette chute n'est pas systématique, mais il ne faut pas sous-estimer la capacité de chacun à des réactions humaines universelles, comme le mauvais ressentiment, la riposte ou la vengeance. N'importe quel animal se retrouvant enfermé dans une situation périlleuse ou insoutenable peut perdre pied et devenir incontrôlable. Et l'humain, malgré son côté sapien, n'en reste pas moins un animal. Bien que souhaitable, nous ne pourrions nous satisfaire seulement de conseils conjugaux chez le thérapeute quand il n'y a plus rien à faire et que la seule issue est de partir. Pourtant, partir demande de pouvoir imaginer cette possibilité, et c'est là que beaucoup échouent. Un homme subissant tous les jours des abus émotionnels peut se persuader qu'il n'a pas d'échappatoire, que son seul exutoire réside dans un acte désespéré ou violent. Une femme qui maltraite verbalement son conjoint, directement ou indirectement, peut possiblement se mettre en danger. À titre de comparaison, dans l'abri de notre habitacle, il nous arrive de chercher querelle avec d'autres usagers de la route. Que cela soit à juste titre ou pas, cela se fait souvent sans véritable évaluation des conséquences d'une stimulation excessive de l'agacement d'un autre individu. Cette mise en danger existe aussi au sein des couples. C'est un risque non négligeable dont il faut se méfier. Évidemment, comprendre ces dynamiques ne signifie en aucun cas les justifier,
mais bien reconnaître leur existence et les comprendre afin d'y apporter des solutions. Ces solutions passent notamment par des initiatives concrètes, car ce départ ne peut souvent se faire que si l'on propose une aide allant dans ce sens. Ainsi, la mise en place de dispositifs d'aide pour les hommes, qu'ils dépendent de structures gouvernementales ou non, leur permettrait de quitter des situations qu'ils croyaient inextricables, de trouver une porte de sortie. Il est sûr que ce genre d'aide ne va pas résoudre tous les problèmes, mais cela va amorcer une dynamique vertueuse de sauvegarde des individus, en offrant des alternatives là où il n'y en avait aucune. Dans une certaine mesure, les femmes elles-mêmes bénéficieraient donc de cette dynamique. En aidant les hommes à partir, nous leur évitons de rester enfermés dans un schéma de pensée obscur et les aidons à ouvrir certaines portes qui leur semblaient fermées, voire inexistantes. Offrir une porte de sortie à tous les individus, quel que soit leur genre, c'est composer une société où chacun peut envisager une issue pacifique à ses conflits, et éviter que des situations oppressantes ou des souffrances mutuelles ne dégénèrent en drame. Enfin, il serait impensable de ne pas évoquer les enfants, qui sont assurément des victimes collatérales de toutes ces mauvaises histoires. Ces derniers subissent, souvent silencieusement, les conséquences des conflits parentaux. Ils pourraient également profiter de ces aides indirectement, à la fois pour être sortis de ces querelles souvent interminables, mais aussi pour comprendre que des portes de sortie existent pour eux-mêmes quand ils seront en âge de les utiliser. En montrant par l'exemple que des solutions existent, nous pouvons leur épargner un héritage de souffrance qu'ils peuvent estimer devoir reproduire dans leurs futures relations. Nous venons d'entendre des histoires qui ne devraient jamais être passées sous silence. Ces hommes ont souffert. Certains ont été ignorés, d'autres moqués, et trop peu ont reçu l'aide qu'ils méritaient. Et pourtant, ils existent. Ils sont là, parmi nous. Aujourd'hui encore, trop d'hommes victimes hésitent à parler, par peur de ne pas être crus, par honte ou parce qu'ils pensent qu'un homme doit encaisser. Ce silence doit cesser. Si vous vous reconnaissez dans ces témoignages, sachez qu'il n'y a pas de honte à être une victime. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas seul, il existe des ressources et des personnes prêtes à écouter. Et si vous avez été touché par ces récits, partagez-les, car plus on en parle, moins il y aura d'oubliés. Merci pour votre écoute.